Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. On va commencer, ça fera arriver les tout derniers. Euh, Avant de commencer, pour information, on va enregistrer la session. Et Charlène, si tu peux enregistrer la session pour celles et ceux qui n'ont pas pu se connecter au dernier moment. On leur partagera et on vous partagera le replay après le webinaire. J'ai appris ce matin qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rêve. Du coup, c'est bien, il y a des journées mondiales pour à peu près tout, apparemment. Du coup, on est vraiment ravis de vous accueillir dans ce webinaire où on va justement parler d'un rêve, d'une vision commune de la filière qui se met en place progressivement depuis un moment, depuis 2022. C'est le rêve de pouvoir échanger facilement à des coûts acceptables et dans le plus strict respect de la confidentialité et du consentement à l'utilisation des données, les données d'alimentation d'élevage, particulièrement d'élevage laitier. Pourquoi? Parce que en fait, il y a besoin de plus en plus de données d'élevage à partager et il y a besoin de plus en plus de données pour pouvoir valoriser les pratiques d'élevage, mettre en avant tous les efforts qui sont faits par les éleveurs, par les filières pour améliorer les pratiques d'élevage. Besoin de plus en plus de données aussi pour simplifier la traçabilité, tout en réduisant la charge administrative qui est associée à la collecte des données, et aussi pour faciliter l'innovation. Donc l'objet de ce webinaire, c'est de vous partager un peu ce rêve et de vous montrer comment progressivement cette vision elle est en train de devenir une réalité très concrète sur le terrain. Déjà, je vais juste faire une petite vérification. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien, Simon. Oui, on entend bien. J'ai été pris de panique là pendant que je fais l'introduction. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Simon Escher, je suis chef de marché agriculture chez GS1 France. L'agriculture chez GS1 France, c'est à peu près 8000 adhérents et on traite de sujets passionnants comme notamment des sujets de traçabilité bout en bout comme celui qu'on va voir maintenant. Bovalim, standard d'alimentation pour le standard d'alimentation pour l'élevage laitier. Au programme aujourd'hui, je vais, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pas bien, faire un très rapide rappel sur qui nous sommes. Comme il y a beaucoup de nouvelles têtes dans ce webinaire, je vais aussi faire un rappel simple de ce qu'est Bovalim, mais je ferai assez vite parce que l'objectif, c'est de rapidement glisser sur justement les débuts concrets de l'utilisation de ce standard au service de la filière laitière. Et puis, on finira par vous parler des actions de communication qui sont menées autour de ça pour nous aider à déployer sereinement ce standard d'alimentation. Alors, qui nous sommes, GS1 France? Vous nous connaissez probablement sans peut-être nous connaître au travers de ce symbole, le code barre. Le code barre, c'est un symbole GS1. Il y a des milliards de bips chaque jour dans le monde. C'est un standard planétaire pour identifier des produits de manière unique sur la supply chain. Ça, c'est ce que vous connaissez certainement, mais si on devait résumer l'activité de GS1, en fait, on pourrait dire que GS1 a été créé il y a 50 ans par les entreprises pour faciliter les échanges de données entre elles et en créant justement des standards de données. Alors, qu'est-ce qu'un standard de données? Un standard, moi j'aime bien prendre le parallèle avec le vin. Le tonneau de Bordeaux, la barrique bordelaise, c'est un standard. C'est un standard dans le sens où ça fait toujours le même diamètre, toujours la même profondeur, toujours le même volume. Et ça, qu'est-ce que ça permet, ce tonneau qui a toujours la même forme? Ça permet un approvisionnement facilité. Pourquoi? Parce que le viticulteur peut s'approvisionner en tonneau chez n'importe qui, sans aucun problème. Et ensuite, ça permet un stockage simplifié, parce que les tonneaux qu'il aura achetés n'importe où rentreront dans son chai, puisqu'ils font tous la même taille exactement. Et ça, en plus du transport simplifié, ça permet du stockage simplifié, ça permet un transport optimisé, parce que en fait, les tonneaux, comme ils font tous la même taille, ils peuvent s'empiler, ils peuvent se ranger bien les uns à côté des autres. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, qui se rappellent de la chanson, le fameux 3-mâts 18 nœuds 400 tonneaux, ça vient de là. C'était aussi une unité pour mesurer la capacité d'un bateau
à transporter ces fameux tonneaux de Bordeaux. Bon, le parallèle, on va dire qu'il vaut ce qu'il vaut, mais c'est une manière visuelle d'illustrer ce que c'est un standard de données. C'est tout pareil. Un standard de données, c'est un approvisionnement facilité, parce que vous pouvez recevoir la donnée de n'importe quel partenaire, vous allez pouvoir la recevoir et la comprendre. Ça permet un stockage facilité, parce que ces données que vous recevez, vous allez pouvoir les ranger, donc pas dans un schème, mais dans une base de données, parce qu'elles ont pile la bonne forme pour entrer dans votre base de données. Et puis ensuite, vous allez pouvoir la transporter, plutôt l'échanger avec des partenaires qui, eux aussi, s'ils sont au standard GS1, pourront la comprendre. Voilà, c'est ça le métier de GS1, et vous allez comprendre pourquoi c'est très important dans les filières agricoles au travers de cet exemple sur l'élevage laitier. Bon, et dernier élément sur GS1, on est une structure qui est neutre et à but non lucratif. On a été créé par les entreprises pour les entreprises, créer des standards. Et on a une double dimension qui est globale et locale. L'intérêt de la dimension globale, c'est que les standards qui sont créés par GS1, ils sont utilisables par tout le monde, dans le monde entier. Les standards que je vais vous présenter là, demain, ils seront utilisables peut-être en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, où vous voulez. Mais on est aussi donc on est présent dans plus de 150 pays. Il y a plus de 2 millions d'entreprises adhérentes. On estime qu'il y a 10 milliards de bits de code barre GS1 chaque jour. Donc voilà, c'est ça, cette dimension globale. Mais on a aussi une dimension locale, parce qu'on est présent au travers de 118 organisations locales dans les principaux pays utilisateurs, dont la France. Ça, c'est aussi très important parce que ça permet de s'adapter très finement au contexte local. Et d'ailleurs, ce projet, je pense qu'il aurait pu voir le jour qu'en France, parce qu'on a une filière laitière qui est très particulière, avec énormément déjà, c'est une filière qui est très développée, avec énormément de produits de spécialité, notamment des fromages, d'où la problématique que l'on se pose sur l'alimentation des bovins. Voilà, et en France, on est 58 000 adhérents. Voilà pour GS1 France. Et maintenant, à propos de Bovalim, qui est justement ce standard. Je vais réexpliquer les choses en essayant de rester le plus simple possible. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat, on les lira et on y répondra à la fin. N'hésitez pas, et puis à la fin, on pourra interagir. Il y a un petit temps qui est ménagé pour ça. Le projet Bovalim, il découle d'un besoin. Et ce besoin, je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est le besoin de récolter de plus en plus de données sur les modes de production. De plus en plus de données sur les modes de production. Pourquoi ? Parce que il y a des attentes des consommateurs qui demandent de plus en plus de transparence, qui demandent de mieux comprendre comment les produits ont été faits et dans quelles conditions. Parce que aussi il y a des réglementations de plus en plus et qui sont de plus en plus ambitieuses, notamment sur le plan environnemental. Et les réglementations environnementales sont assez gourmandes en données. Je vous donne un exemple qui touche la filière qui touche la filière, c'est le RDUE, qui vient d'être décalé, la réglementation sur la déforestation, qui nécessite de faire la traçabilité complète des produits qui peuvent déforester, comme par exemple le soja. Et ça, c'est très gourmand en données, puisqu'il faut associer à chaque lot de soja la liste des parcelles exhaustives d'où provient ce soja. Voilà, donc réglementation nécessite beaucoup de données de l'amont, et puis aussi l'innovation. L'innovation nécessite des données. Si par exemple on veut mettre judicieusement un petit peu d'IA aux bons endroits dans l'agriculture, dans la première transformation, etc., il va falloir beaucoup de données de qualité compréhensible. Et d'ailleurs, on a un petit cas d'usage à vous partager qui l'illustre très très concrètement. Ça, c'est le besoin. Et ce besoin d'avoir toujours plus de données de l'amont, on se rend compte qu'il cause quand même quelques difficultés opérationnelles. À commencer par une surcharge administrative, parce que demander toujours plus de données de l'amont, in fine, ça risque de se traduire par un éleveur à qui on va demander de fournir de plus en plus de données. Donc, risque de surcharge administrative, au-delà des risques même de consentement à l'utilisation des données, etc. Il y a aussi des risques si la collecte de données n'est pas homogénéisée et un peu manuelle, etc., des risques très rares, mais de problèmes dans le cas de crise. Par exemple, dans le cas de crise sanitaire, on sait que dans l'alimentation du bétail, c'est rarissime, mais quand ça arrive, il peut y avoir des difficultés à refaire la traçabilité complète, avec le
projet tel qu'on l'a mené, on anticipe de pouvoir aider, de pouvoir aller dans le bon sens sur ce sujet-là aussi, en simplifiant l'archivage des différents lots où ils ont été envoyés. Voilà. Et donc, pour le résumer autrement, une collecte de données qui n'est pas optimisée sur l'alimentation du bétail, c'est aussi un frein à la valorisation du lait, parce que la valorisation du lait, elle passe aussi par des cahiers des charges différenciés qui nécessitent de savoir ce qu'ont mangé les vaches, et c'est aussi un frein à l'innovation, parce que peu de données de qualité, difficile d'innover sur certains aspects, comme sur la performance en élevage, le rationnement ou l'intelligence artificielle. Ça, c'est le constat de base. La réponse qui a été amenée, c'est une réponse collective. C'est un projet qui initialement a été lancé en partenariat avec le CNIEL, Numagri et aussi Numagri avec DataHub à l'époque. C'est un cas d'usage qui est toujours bien vivant en cours de déploiement. Cette réponse, elle est collective dans le sens où autour de la table se sont rassemblés toute la filière, des acteurs de toute la filière, donc des fabricants d'aliments, des éleveurs laitiers, des transformateurs et aussi tout un tas d'acteurs de cette filière qui gravitent autour de ces trois acteurs clés, donc du conseil en élevage, des fédérations, des syndicats, des offreurs de solutions, c'est-à-dire des éditeurs de logiciels, etc. Donc toute la filière s'est rassemblée avec vraiment la volonté de trouver une piste pour simplifier la traçabilité, dans le but de valoriser la production et les PGC, et aussi tout en diminuant les tâches administratives. Ça, c'est la réponse collective. Ici, j'ai remis un petit verbatim d'un des éleveurs, Benoît Gavel, je ne sais pas s'il est là, mais qui a beaucoup participé aux travaux. Benoît, si tu es là, je m'excuse, j'ai un petit problème sur ta photo qui est très pixelisée, je la changerai avant d'envoyer la présentation à tout le monde. Et donc, Benoît nous dit qu'en fait, lui, il participe à ce projet parce que c'est un projet qui va lui servir à simplifier les démarches administratives, fluidifier les échanges avec ses partenaires, les tri des bons de livraison papier, les contrôles, etc. Et cette réponse, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un standard, vous en doutez, GSA, on fait des standards. Standards d'alimentation, comment ça se manifeste? Déjà, on a fait 3 grandes catégories d'aliments. Les matières premières, les aliments composés, les fourrages. Et pour chacune de ces catégories d'aliments, on a fabriqué une sorte de carte d'identité. Une carte d'identité qui va rassembler toutes les informations qui sont importantes sur cet aliment. Donc déjà, l'identification, est-ce qu'on parle d'un tourteau de soja, d'un tourteau de colza ou d'autre chose? Toutes les informations commerciales, le poids, le conditionnement, etc. Les informations de traçabilité, justement, pour venir appuyer, aider, simplifier dans les rares cas de problèmes sanitaires. Donc, qui a fabriqué l'aliment, quel numéro de lot, etc. Toutes les informations qui sont liées à des labels ou qui permettent de contrôler, de certifier des produits. Par exemple, d'où vient l'aliment? Est-ce qu'il est bio? Est-ce qu'il est sans OGM? Est-ce qu'il a d'autres labels? Par exemple, est-ce qu'il est compatible avec une AOP? Etc. On y a aussi mis toutes les informations techniques de cet aliment. Ça va permettre de faire de la performance en élevage, donc toutes les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment. Et puis aussi toutes les autres informations réglementaires. Alors là-dedans, il y a des informations réglementaires, dans ce que je viens de citer, mais les autres informations réglementaires, la dénomination réglementaire, les additifs, etc. Parce que tant qu'à faire, autant tout centraliser au même endroit. Et cette carte d'identité des aliments, maintenant qu'elle est faite, bien sûr, il faut pouvoir se l'échanger. Sinon, ça ne sert à rien si cette carte d'identité reste chez le fabricant d'aliments ou chez un autre partenaire. Il faut pouvoir se l'échanger. Et donc, on a mis en place pour ça un standard d'échange qui est ce qu'on appelle un PDF hybride. Je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Un PDF hybride, en fait, c'est pas compliqué. C'est un PDF tout à fait normal, qui est lisible par l'homme et dans lequel on va venir greffer, en fait, mettre en pièces jointes un fichier structuré. Un fichier structuré, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de code plutôt lisible par des machines où, en fait, toutes les infos, notamment de la carte d'identité, vont être écrites et interprétables par une machine. Donc, on a vraiment ce document qui a double effet. Et alors là, j'ai un peu mis d'effets spéciaux.
Donc j'espère que vous allez apprécier. Voilà, c'est un double document qui est à la fois lisible par l'homme, donc un éleveur qui reçoit ce PDF, il peut l'utiliser tout à fait comme un PDF normal, il n'y a rien de différent, lire ce qu'il y a écrit dessus, l'archiver, etc. En revanche, si cet éleveur il décide de repartager ce bon de livraison, cette copie de bon de livraison, duplicata de bon de livraison à un partenaire, et que ce partenaire est équipé, le partenaire va pouvoir extraire le fichier structuré et l'interpréter automatiquement avec une machine sans avoir à lire vraiment ce qu'il y a dans ce bon de livraison. Très concrètement, ça ressemble à ça. Vous avez à gauche un bon de livraison et à droite le code qui est associé, qui en fait traduit dans un langage informatique ce qui est écrit sur ce bon de livraison. Et le langage qui a été choisi, c'est de l'EDI EANCOM GS1. Qu'est-ce que c'est cet EDI EANCOM GS1? C'est un langage, c'est un message, en fait c'est un bon de livraison informatique, hein, ce qui est derrière le PDF. C'est un message GS1 qui est très utilisé en France, c'est pour ça qu'on l'a choisi, hein, ça ne vient pas de nulle part. C'est très utilisé en France par à peu près 60% des PME et à peu près 90% des grandes entreprises, notamment dans le secteur du retail. Donc on a choisi ce message parce qu'il est déjà très utilisé par les partenaires, donc on a fait ce choix parce qu'on s'est dit que ce serait plus facile après d'aller implémenter quelque chose qui est déjà utilisé. Voilà pour le Dispatch Advice. Donc c'est principalement utilisé par les entreprises du retail avec les pourcentages qui sont affichés ici. Donc si je dois résumer un petit peu, comment ça marche? Prenons un fabricant d'aliments qui va livrer un aliment à un éleveur. Le fabricant va envoyer cet aliment et en parallèle, il va envoyer une copie du bon de livraison. C'est ce fameux PDF classique, lisible par l'éleveur, mais qui contient en plus les informations de la carte d'identité, le standard GS1, branché dedans en pièces jointes, entre guillemets. Donc l'éleveur, lui, peut utiliser ça comme un PDF normal, mais s'il décide de le repartager à ses partenaires, s'il est consentant pour faire ça, alors le partenaire, lui, il peut simplement le recevoir et sans même l'ouvrir, informatiquement, on peut savoir ce qu'il y a dans le PDF. Okay, donc ça peut permettre de, par exemple, faire du conseil à distance, du contrôle à distance de cahier des charges, etc. Techniquement, pour l'instant, on n'a pas trop vu le besoin côté utilisateur, mais techniquement, il serait aussi possible, si l'éleveur en est d'accord, de faire un flux direct entre deux plus gros partenaires, par exemple un fabricant d'aliments, une laiterie, pour qu'en même temps que le fabricant d'aliments envoie à l'éleveur son PDF, il envoie les infos structurées à la laiterie pour, si l'éleveur est d'accord, lui éviter d'avoir à retransférer l'information. Pour l'instant, il n'y a pas de cas où on l'a fait, mais c'est techniquement pas impossible. Voilà comment ça marche et je vous propose en synthèse de vous montrer une petite vidéo qu'on a faite. Je vais juste quitter le partage une seconde parce que je suis plus sûr d'avoir mis le son dans le partage. Donc, hop. Voilà, et je vous laisse 2 minutes avec cette vidéo. Bovalim, c'est une nouvelle initiative agricole portée par GS1 France et le CNIEL. Une cinquantaine d'acteurs réunis, un objectif commun. Créer le premier standard GS1 pour la filière laitière. GS1, c'est 50 ans d'expertise dans la création de standards pour l'échange de données, surtout à l'aval des chaînes alimentaires. Mais aujourd'hui, les enjeux changent. Traçabilité, attente des consommateurs, réglementation ou innovation? Nous avons besoin de données fiables dès l'amont agricole. Concrètement, comment ça marche? Étape 1. Quand un fabricant d'aliments envoie un aliment à un éleveur, il émet en parallèle un bon de livraison PDF qui contient le standard GS1. Une sorte de carte d'identité de l'aliment qui intègre toutes les informations essentielles. Label, origine, valeur nutritionnelle, poids, lot. Ce bon de livraison devient un moyen de communication structurant. Il est lisible à l'œil nu, mais aussi par une machine tel un outil de pilotage agricole ou un ERP. Étape 2. Le bon de livraison va dans l'outil informatique de l'éleveur. Il peut être archivé facilement. C'est un gain de temps pour l'éleveur,
moins de démarches administratives et plus de temps pour l'élevage. Étape 3, le bon de livraison va de l'éleveur à un partenaire. Laiterie, organisme de gestion, conseiller en élevage. Avec ce bon de livraison, on peut faire du contrôle à distance des cahiers des charges pour valoriser les productions, mieux piloter les performances ou même calculer l'empreinte environnementale du lait. Bovalim est une initiative qui améliore la traçabilité de bout en bout de la filière laitière grâce au standard GS1. Les bénéfices sont multiples. Mettre en avant les bonnes pratiques d'élevage, réduire la charge administrative et favoriser l'innovation à tous les niveaux de la filière. Voilà en synthèse ce standard. J'en profite pour vous dire que du coup, Bovalim, c'est le nom de ce projet, s'est doté d'un logo grâce à l'aide bienveillante du CNIEL, donc que vous avez pu voir là. Je vais passer rapidement là-dessus, mais sachez que toutes les ressources importantes sur ce standard, elles sont open source, accessibles sur notre site internet. Donc là, il y a le lien dans le document. Si vous cliquez sur cette image, vous serez envoyé vers la page de notre site internet où vous pouvez télécharger toutes les informations. Et là-dessus, il y a notamment un guide d'implémentation qui explique comment utiliser le standard, un guide plus technique sur le NCOM et les cartes d'identité en format Excel. Voilà pour le rappel sur Bovalim. Et maintenant, la partie la plus excitante, la plus intéressante, c'est le test de ce standard. Autour de la table pour la création de ce standard, il y avait des vrais experts de tous les secteurs, mais ça reste quelque chose qui était jusqu'alors assez abstrait. Hein, c'est des choses qu'on a faites plutôt en dehors du terrain. Maintenant, il faut absolument déployer ce standard et le tester pour pouvoir petit à petit l'améliorer. Pour pouvoir faire les derniers réglages qui manquent encore, faire en sorte qu'ils répondent parfaitement aux besoins. Et justement, il y a un premier test qui a commencé et dont on va vous parler aujourd'hui. Et qui de mieux pour en parler que Yanis Hudin, à qui je laisse la parole tout de suite. Yanis, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, merci Simon. Donc je m'appelle Yanis Hudin et je suis en charge du contrôle au sein de l'AFTALP. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'AFTALP, c'est l'association des fromages des Alpes savoyardes. Donc pour situer rapidement, l'AFTALP regroupe les 8 filières fromagères savoyardes sous appellation AOP-IGP. Donc on regroupe le syndicat du Roblochon, de l'Abondance, de la Tome des Bauges, du Beaufort, du Chevrotin, de la Tome de Savoie, de l'Emmental de Savoie et de la Raclette de Savoie. Donc on regroupe et on accompagne plus de 1000 opérateurs sur les Savoies. Donc des producteurs de lait, des producteurs fermiers, des coopératives laitières, des ateliers d'affinage. Et on a aussi la responsabilité de contrôler le respect du cahier des charges de ces différentes filières, donc AOP et IGP. Donc depuis un an, on expérimente une nouvelle méthode de contrôle de nos opérateurs via des audits documentaires à distance. Donc concrètement, on réalise certains contrôles chez nos producteurs de lait informatiquement, où les producteurs déposent directement les documents nécessaires au contrôle sur une plateforme informatique. Donc parmi ces documents figurent notamment les bons de livraison des aliments complémentaires, qui nous, à notre échelle, permettent de vérifier des points essentiels des cahiers des charges, comme l'absence d'OGM, la composition des matières premières, la quantité d'aliments distribués aux animaux. Mais cette méthode, elle reste quand même assez lourde administrativement pour nos producteurs. Ça représente quand même beaucoup de papier à scanner, à rassembler, à nous transmettre. Donc pour eux, voilà, ça représente quand même beaucoup de temps administratif pour eux. Puis pour nous, derrière, les contrôleurs, on doit aussi tout ressaisir, tout trier, tout analyser. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a découvert le projet proposé par GS1 et puis en partenariat donc avec la maison Chola et puis des agriculteurs volontaires. On a immédiatement adhéré à ce projet donc de dématérialisation de documents qui répond quand même à une attente forte de la part de nos opérateurs qui est la simplification administrative. Donc Nicolas en parlera un peu après sur la partie technique, mais si ce test est concluant, nous on a l'ambition de le déployer à l'échelle de tous nos opérateurs. Donc ça représente quand même un volume de 150 à 200 exploitations par an.
Donc nous, on y voit quand même un réel bénéfice en termes de simplification, de gain de temps, de sécurité dans les contrôles, autant pour les agriculteurs que pour nous. Donc Simon, si tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, Voilà. c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a mis en place ce test de dématérialisation de bons de livraison. Euh, Nous, c'était vraiment le côté respect de la réglementation, du coup, dans le contrôle des AOP et des IGP savoyardes qu'on rentre en compte. Mais à l'avenir, voilà, on serait vraiment intéressé pour le mettre en place à l'échelle de tous nos opérateurs. Merci beaucoup Yanis. J'espère qu'il n'y a pas eu un quiproquo avec des slides qui ont sauté, mais en tout cas merci, c'est très très clair. Et donc pour faire la synthèse de ce qui vient d'être dit, donc l'idée c'est, je répète avec d'autres mots, c'est faire du contrôle à distance d'AOP pour pouvoir en fait calculer le gain de temps effectif qu'on a à faire ça, pour pouvoir aussi réaliser des tests de traçabilité un peu avancés, notamment retrouver rapidement à qui ont été envoyés certains numéros de lot de produits. Donc, on va faire des tests avec des pots BL, entre guillemets, avec un aliment contaminé, les envoyer via des producteurs pour essayer de faire de la traçabilité remontante pour voir qui les a obtenus. Bien sûr, on va tester pour voir si le format imaginé il marche bien, si l'échange de BL est faisable, si on arrive à écrire ces duplicata de BL en EDI, si on arrive à les lire. Et puis, il y a un axe qui est très important, c'est la communication. On est sur quelque chose d'un peu nouveau, donc il faut qu'on puisse communiquer pas mal dessus pour aider le déploiement. Nous, chez GS1, pour nous, c'est quelque chose qui est assez neuf. On commence à avoir de plus en plus d'expérience sur ces échanges de données à l'amont. Bien que nous, on soit plutôt historiquement spécialistes de l'échange de données à l'aval entre les acteurs plutôt industriels, distributeurs. Et donc, du coup, de plus en plus, nos adhérents nous demandent, d'où qu'ils viennent dans la chaîne de valeur, nous demandent des informations de l'amont. Donc, nous, on répond le plus rapidement possible. Et ça, c'est un premier cas d'usage quand même très avancé. Donc, on souhaite le mettre en avant. Et puis, on souhaite aussi mettre en avant toutes les personnes qui s'engagent autour du projet, qui sont pionniers sur ce test. D'ailleurs très, très chaleureusement. Donc justement, en parlant de pionniers, il y a eu un petit spoil, mais en parlant de pionniers, j'aimerais accueillir Nicolas. Nicolas, c'est à toi. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Contevaux, je suis responsable produit pour la branche nutrition animale au sein de la maison François Cholat. Donc la maison François Cholat, c'est une entreprise familiale basée à Morestel en Isère, donc qui est présente principalement sur 3 secteurs d'activité, le négoce agricole et la collecte de céréales, avec la marque Solutions Agro, la meunerie avec la marque Les Grands Moulins de Tuiles, et enfin, ce qui me concerne, la nutrition animale avec les marques Le Père François et Desgreen. Ayant participé au projet Bovalim en tant que représentant du SNIA, du coup, il m'a semblé naturel de prendre part au premier pilote du projet. Notre entreprise ayant des liens forts avec les fromages Foussine de qualité des Pays de Savoie, j'ai donc contacté l'AFTALP pour participer à ce test. Et ben voilà, Yanis vous a expliqué le retour que j'en ai eu, donc c'est très bien, on a pu démarrer. Concernant le fonctionnement du pilote, donc en fait pour l'instant, donc on édite nous nos bons de livraison papier comme on a l'habitude de le faire et on les transmet comme d'habitude aux éleveurs. Et en parallèle, j'édite un duplicata sous forme de PDF que je transmets à GS1 France qui le transforme en PDF augmenté, donc ce que Simon a expliqué avant. Ce nouveau BL m'est alors renvoyé par GS1 France et moi je le transmets aux éleveurs par mail. Et ensuite, avec l'accord des éleveurs, il y a une redirection automatique qui a été mise en place qui fait que ce BL augmenté est directement diffusé à l'AFTALP sans intervention manuelle de l'éleveur. Donc ce qui le libère de la charge administrative. Donc là, on vient de démarrer, on a encore peu de recul, mais bon, on va voir la suite. Ce que j'attends de ce test, moi, c'est qu'il valide la pertinence du projet et qu'il permette surtout à GS1 France de s'orienter vers la solution la moins chronophage pour tout le monde et la plus simple à mettre en œuvre. Je pense que ça sera crucial pour la réussite du projet.
En ce qui concerne la nutrition animale, le projet Bovalim devrait nous permettre de fluidifier la transmission de l'information entre les différents maillons des filières. De plus, je pense que ça doit être un outil de simplification et de fiabilisation des audits. C'est vraiment la base du projet. Et enfin, la transparence et la sécurité sanitaire des aliments sont au cœur de la préoccupation des entreprises de la nutrition animale, comme en témoignent par exemple des initiatives comme Ocalim. Je pense donc que ces BL augmentés peuvent devenir un moyen complémentaire de communication sur ces aspects. Voilà ce qui me concerne. Merci beaucoup, Nicolas. C'était très clair. Donc, vraiment, j'insiste, c'est grâce à Nicolas que ce test a lieu. C'est lui qui a l'initiative de ce test. Donc, c'est grâce à lui que ça arrive. Je vais synthétiser avec un schéma tout ce qui a été dit. Donc, comme l'expliquait Nicolas, Maison François Cholat envoie un aliment, envoie en même temps un BL papier. L'éleveur accepte l'aliment et le BL papier. Et à ce moment-là, Maison François Cholat nous envoie à nous le BL, le duplicata du BL en PDF. Et nous, on le transforme en BL hybride. On s'était mis d'accord, et je vous expliquerai pourquoi et comment, pour faire le test le plus simple possible. Et dans le cadre de ce test, l'aspect manuel de la saisie du BL hybride est tout à fait gérable. Demain, tout ça, ça pourra tout à fait être fait directement en sortie de RP. Et d'ailleurs, on est en train de prendre contact avec les différents ERP des fabricants d'aliments pour leur proposer le modèle de données et pour que ça sorte directement comme ça de chez les fabricants d'aliments. Donc là, Maison François Cholat envoie la duplicata de BL hybride à l'éleveur. Et à ce moment-là, il y a le sujet très important de la redirection mail qui est mise en place chez les éleveurs. Je vais juste réexpliquer pourquoi on a fait le choix d'une redirection mail. D'abord et avant tout parce que il n'y a pas de solution plus optimale pour respecter le consentement de l'éleveur. C'est l'éleveur qui met en place une redirection de mail chez lui. Le jour où il a envie de sortir du processus, il arrête la redirection. C'est dans sa boîte mail. Donc on peut pas faire plus facile à régler par l'éleveur. Ensuite, c'est hyper simple. Ça prend 10 minutes de faire une règle de redirection de mail. C'est-à-dire un mail qui arrive de Maison François Cholat avec un BL hybride est automatiquement redirigé vers un partenaire que j'ai identifié comme étant stratégique en tant qu'éleveur. Voilà. Et puis le dernier avantage, qui est quand même pas négligeable, c'est que c'est totalement gratuit. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le cadre de ce test où on cherchait des choses simples et peu coûteuses, on a fait le choix de la redirection mail. Et donc du coup, dès que l'éleveur reçoit son BL hybride, en même temps, puisque l'éleveur a mis en place cette règle, l'AFTALP reçoit le BL hybride aussi. Et là, on a fait une petite solution maison qui fait cette chose-là. La solution, elle va chercher tous les nouveaux BL qui sont reçus par mail par l'AFTALP sur une adresse mail qui est dédiée. Elle en extrait les PDF et elle les range dans un fichier dédié. Et en parallèle, elle va extraire toute l'info des BL et le mettre dans un fichier Excel. Les choix d'un fichier Excel parce que là, il n'y a pas énormément de copies de BL qui seront utilisées et ça va permettre de voir très très visuellement, ok, cet éleveur, il a acheté à telle date cet aliment qui est bien conforme à tel cahier des charges, etc., etc. Les éleveurs, bien sûr, qui sont dans le test sont partants pour faire ça parce que suite à ce test, il y a la perspective de gagner du temps dans les audits, c'est-à-dire d'avoir des audits moins souvent et moins longs. Donc ça, c'est le petit outil maison. Je vois qu'il y a une question je vois quelqu'un qui lève la main. Frédéric, on prendra les questions juste à la fin de la présentation. Donc la feuille de route du test, c'est la suivante. On s'est d'abord tous rencontrés avec les éleveurs concernés, Maison François Cholat, l'AFTALP, pour bien définir le cadre du test. On a fait, comme je le disais, le choix tous ensemble de faire un test qui soit le plus simple possible, mais qui nous permet de vérifier toutes les hypothèses que l'on fait sur le gain de temps pour faire des audits à distance, le gain de coût, etc. Ça nous a permis, nous, GS1, de faire toutes les recommandations techniques pour en arriver à un test qui est aussi facile, entre guillemets, que ça. Et là, c'est plus une considération philosophique, mais je pense que parfois, faire simple, en réalité, c'est très compliqué. Et on a, je pense, dans le cadre de ce test, réussi à trouver tous les leviers pour que cette expérimentation elle se fasse sans douleur, avec des coûts très faibles et simplement un petit peu d'effort qui est mis de chaque côté
notamment par les parties prenantes, et on ne remerciera jamais assez Maison François Cholat et l'AFTAL. Il y a une question, on les prendra juste à la fin. Question. Donc voilà, on est aussi en train de mettre en place les redirections mail. Je mets en work in progress parce qu'il y en a une qui ne fonctionne pas. C'est pas que c'est très compliqué de mettre en place une redirection mail. On aide les éleveurs à le faire pour simplifier. C'est simplement que quand vous êtes éleveur, vous avez énormément de pain sur la planche, et donc trouver un créneau pour mettre en place la redirection, ça peut prendre un peu de temps. C'est l'occasion aussi de rappeler qu'on est en Savoie et Haute-Savoie, tout proche de l'épidémie qu'il y a eu cet été. Donc les éleveurs qui font partie du test, heureusement, ne sont pas touchés, mais c'est l'occasion de rappeler qu'il y a cette actualité très terrible qui s'est déroulée dans cette région-là. Voilà, le petit module que je vous ai montré qui permet de faire la dernière rustine, c'est-à-dire de récupérer les BL, de bien les ranger et de les interpréter et mettre tout ça en ligne dans un fichier Excel est prêt. On a fait des premiers envois de mail pour tester les tuyaux, et j'ai mis une coche sur l'envoi du premier BL test. C'est pas tout à fait vrai. On a envoyé des BL pour tester si ça partait bien, mais on vient seulement de recevoir la première vraie commande dans le cadre de ce test. Donc là, chez nous, il y a Anne-Claire Creed, notre experte EDI, qui est en train de fabriquer le BL hybride, et on va pouvoir l'envoyer là dans les jours à venir en conditions totalement réelles sur une vraie commande d'un éleveur du test. Voilà, en octobre-novembre, on va en profiter pour faire quelques tests de traçabilité qu'on a définis. Et puis en décembre, on fera le bilan et on fera les mesures de nos indicateurs de performance, et on vous partagera bien sûr tout ça. Ça vient de commencer, mais déjà, il y a des apprentissages. Déjà, une très bonne nouvelle, écrire les BL et les interpréter et se les envoyer, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Jusqu'à présent, on ne l'avait jamais fait en réel, en concret. Là, ça marche. Partage aussi ce que je disais. On se rend compte d'ores et déjà qu'au-delà du format EDI, ENCOM, rappelez-vous, c'est le format que vous avez vu en image, qui va permettre de traduire ce qu'il y a dans le PDF, il va probablement falloir, on n'en est pas encore certain, mais il est probable qu'on complète ce format par un format JSON, standardisé GS1. Un JSON, c'est un format d'échange de données qui est très, très, très commun aussi. On s'était naturellement tourné vers l'EDI parce que l'EDI ENCOM est très largement utilisé dans le retail, mais on se rend compte en fait que ce format complémentaire serait bienvenu parce que comme on est sur des choses qui sont assez nouvelles, le format JSON est un peu plus léger, un peu plus récent et un peu plus simple à prendre en main par des développeurs. Donc ça permettrait, comme sur des nouveaux développements, d'aller encore un petit peu plus vite. Et puis le choix de l'EDI était un choix éclairé avec les experts autour de la table, mais on se rend compte qu'en fait l'EDI est très utilisé dans les entreprises ciblées, mais plutôt avec leur aval. C'est-à-dire qu'une laiterie, elle utilise quasiment systématiquement l'EDI, mais plutôt avec ses distributeurs. Et les équipes amont, elles connaissent moins ce format-là, donc peut-être que le format JSON en complément serait une bonne idée. L'idée, c'est toujours la même, d'envoyer les mêmes données de carte d'identité entre un point A et un point B. Bien sûr, les formats GS1, quand les choses sont bien faites, et elles sont bien faites, communiquent entre eux. Il y a des sortes de dictionnaires de traduction entre les différents formats GS1. C'est tout à fait possible. Donc les deux formats peuvent coexister et s'aider mutuellement. Voilà. Et on commence d'ores et déjà à entrevoir des petits ajustements de guide. Ça, c'est aussi les bienfaits de faire des tests. Là, il y a pas mal de monde qui a le guide entre les mains. Ça permet de se rendre compte là, il y a une petite incompréhension. Là, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, etc. Donc, ça va permettre d'avoir quelque chose qui est encore plus abouti. Voilà pour les premiers apprentissages. Et bien sûr, il y en aura d'autres pendant les 3 prochains mois de tests. Je passe désormais sur les actions de communication. Je le disais, c'est très important qu'on communique sur ce standard, sur ce projet, pour le déployer à large échelle. Il y a eu un premier temps fort, et là, on remercie très très chaleureusement le CNIEL, qui s'est passé au SPACE.
Le CNIEL nous a accueillis sur son stand une journée parce que nous, on n'avait malheureusement pas la possibilité de venir plus, mais on aurait adoré le faire, pour présenter le projet et aussi pour présenter la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure, qui a tourné sur le stand du CNIEL au SPACE. Et puis, on a aussi servi de support technique pour un événement très particulier, un hackathon qui vise à aider à simplifier le déploiement de Bovalim. Et là, si ça vous convient, je laisse la main à Fanny pour vous en parler directement. Fanny, si tu nous entends, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous raconter ce qui s'est passé au SPACE et notamment lors de ce hackathon. Merci Simon. Alors l'objectif, nous, en participant à ce hackathon, alors c'est quoi un hackathon? C'est une compétition où on met des développeurs, des ingénieurs en informatique et en l'occurrence ici des ingénieurs en intelligence artificielle dans une même équipe et qu'on leur donne un défi. Donc on a participé et proposé un défi pour cette édition. Et le défi, c'était de dire, voilà, aujourd'hui, vous avez un bon de livraison actuel, c'est un bon de livraison d'aujourd'hui qui arrive, qui est édité. Est-ce que aujourd'hui, une intelligence artificielle ou un outil basé sur une ou plusieurs intelligences artificielles serait capable de lire le bon de livraison et d'extraire les données qui sont à l'intérieur de ce bon de livraison, donc principalement des données réglementaires, donc la partie réglementaire de la carte d'identité que Simon vous a présentée, de les extraire et de les mettre au format GS1. Au format du standard qui a été présenté, donc au format des cartes d'identité. Donc c'était ça le défi. Alors ça permet d'éviter une conversion, diapo précédente, une conversion manuelle des fichiers, puisque aujourd'hui, les bons de livraison, ils sont encore édités dans leur format originel. Le temps que les éditeurs de logiciels modifient, s'adaptent aux standards, on aura peut-être, ce serait peut-être utile déjà d'avoir un outil qui transforme les documents actuels et qui est capable d'extraire les données pour permettre ensuite leur circulation sous réserve du consentement de l'éleveur. Et ensuite, ça c'était le premier objectif, éviter une conversion manuelle, fournir une couche de compatibilité et puis faciliter l'adoption, puisque c'est quand on a les données correctement mises en forme, etc., qu'on peut les faire circuler et donc tester l'utilité de structurer, de standardiser les données. Voilà, ça c'était les objectifs de cette participation au hackathon. Donc ce qui a été réalisé, donc on a eu une équipe d'ingénieurs IA, donc plus ou moins jeunes, mais quand même 3 étudiants en master, à qui on a fourni des bons de livraison d'aliments qui provenaient de différentes entreprises de nutrition animale. Et on leur a également fourni aux membres de cette équipe des résultats d'analyse sur fourrage, puisque comme vous l'avez vu, on a également une carte d'identité qui est dédiée au fourrage. Et donc, à l'intérieur de ces résultats d'analyse, il y a des valeurs physico-chimiques qui sont d'intérêt et qui peuvent aller alimenter la carte d'identité. Donc, à partir de là, ils ont travaillé pendant 48 heures de manière assez intense pour pouvoir construire un outil qui lit chaque document reçu et qui le convertit et qui convertit les données extraites dans le format des cartes d'identité, donc aliments composés ou matières premières quand c'était le cas, ou fourrage quand c'était des résultats de bons de livraison, de résultats d'analyse fourrage. Donc avec cet outil, on a la possibilité maintenant de charger n'importe quel bon de livraison existant et actuellement édité, de charger des résultats d'analyse fourrage et en théorie,
il réussit à extraire les données et à les charger dans un tableur. On en a un petit visuel ici, dans un tableur qui s'appuie sur la carte d'identité et cela permet d'avoir des données structurées qui seront exploitables. Voilà pour ce travail. Donc, c'était une opération intéressante, enthousiasmante. Donc, voilà, c'est tout frais, hein, puisque ça date de la semaine dernière. Et je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble des éleveurs et des entreprises de nutrition animale qui ont transmis donc des documents hein, sur les aliments pour animaux et qui ont permis la réalisation de ce hackathon. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Fanny, pour ce partage et d'avoir rendu ça possible. Donc, vous voyez bien en quoi ce genre d'outil, ça va aussi aider au déploiement du standard dans une période transitoire où les ERP fabricants d'aliments n'ont pas encore tous implémenté le standard. Parallèlement à ça, il y a une petite brochure, une brochure tout court qui a été faite. Elle est, moi je la trouve très belle, il y a tous les schémas explicatifs, etc. On vous la partagera pour que vous l'ayez, vous pourrez la partager autour de vous, à vos partenaires, sans aucun problème. Et puis maintenant, le prochain gros cap, au-delà du sommet de l'élevage, le prochain gros cap, c'est le SIA. Nous, GS1 France, on sera présent sur le SIA avec un stand qui nous permettra de mettre en avant ce qu'on fait sur l'amont, mais principalement du coup sur Novalim. Et l'idée, ce sera de partager les résultats de ce test. Et on l'espère, et on va tout faire pour, il y a déjà des discussions en cours, celui d'un test suivant, un test peut-être encore plus ambitieux, avec plus de parties prenantes, plus de fabricants d'aliments et d'éleveurs, qui seraient aussi peut-être aidés par l'outil qui a été développé pendant le hackathon. Voilà le projet du SIA. Donc on espère que ce sera l'un d'entre vous qui sera mis en avant, parce que la conclusion de ce webinaire, elle est très simple. On est vraiment sur une période de transition où on passe du projet au concret, ou comme c'est la journée mondiale du rêve à la réalité. On a de plus en plus d'expérience aussi à mesure qu'on échange avec les parties prenantes pour faire des déploiements concrets. On apprend déjà des choses de ces tests, des tentatives de tests qu'on a déjà menées, et on a de plus en plus d'outils. Il y a cet outil qui sort du hackathon, on a la petite, je l'appelle la rustine, mais la petite rustine là, qui nous sert dans le cadre de ce test. Donc la conclusion, elle est simple, faites partie des pionniers, rejoignez-nous et construisons ensemble un pilote qui serait une deuxième marche du déploiement, quelque chose pour aller faire des tests peut-être encore plus ambitieux et qui serait un préalable à un déploiement généralisé qui devrait intervenir dans les années à venir. Voilà, donc si vous êtes intéressé ou que vous connaissez autour de vous des gens qui peuvent être intéressés pour venir tester cette nouveauté, vous pouvez me contacter. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention et puis on va passer aux questions. Oui, donc on va passer par celle écrite dans un premier temps et après Frédéric, je vous donne la main. Donc la première question de Megan, c'est s'il y a une erreur dans le BL, est-ce que l'outil gère un annule et remplace? Alors cet outil-là, moi ce que j'appelle la rustine, non. Non, parce qu'on est sur quelque chose qui est encore un peu manuel, qu'on a développé avec un petit budget. En fait, pas de budget, pour tout vous dire, c'est un développement. Quand je dis développement maison, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça marche très bien pour incrémenter des BL. Annuler remplace, c'est pas quelque chose de compliqué, mais là, on avait vraiment besoin de pouvoir automatiser la chose. Mais il n'y a pas d'annuler et remplace. En revanche, à mesure que les vrais outils, pas les outils maison de Simon, vont prendre et implémenter le standard. Là, eux, bien sûr, il y a des choses qui sont tout à fait gérables. Typiquement, on a échangé avec un offreur qui s'appelle Dematagri. Je ne sais pas si tu es là, Héloïse, mais qui permet d'archiver des documents administratifs et de les partager. Et là, il n'y a absolument aucun problème pour pouvoir faire des changements.
Deux questions de Hélène. Comment l'éleveur peut s'assurer des informations transmises dans la carte d'identité? Et la deuxième question est, est-ce que la carte d'identité est ajustable suivant les besoins des destinataires? Là, c'est la même réponse. Là, on s'est mis d'accord dans le cadre de ce test précis pour échanger la totalité de la carte d'identité, pour que ce soit plus simple. Mais il n'y a rien qui empêche demain un outil de dire, bon, bah, cette partie-là de la carte d'identité, je la partage avec ma laiterie, cette partie-là avec mon conseil en élevage, et cette partie-là avec les autorités de contrôle pour gagner du temps. Techniquement, c'est tout à fait possible et c'est même pas très compliqué. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a Frédéric qui a levé la main. Frédéric, tu nous entends toujours? David. Frédéric David. Le temps que Frédéric peut-être se reconnecte, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez en tête? Là, vous pouvez aussi directement les poser à l'oral si vous souhaitez. Pas de questions supplémentaires? Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, déjà, moi, vous aurez mes coordonnées parce qu'on vous envoie le replay et la présentation. Mes coordonnées sont dedans, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, parlons-en, parce qu'il y a plein de manières de faire. Comme je vous le dis, on commence à avoir de plus en plus d'expérience dessus. Il me reste à remercier très très chaleureusement les personnes qui ont accepté de prendre la parole. Yanis, Nicolas, Fanny, merci beaucoup. Et puis, si pas de questions supplémentaires, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.